Bonjour Wendy, je reçois ce matin une femme de talent et de courage. Bonjour Fawzia Zouari, vous êtes écrivaine et journaliste franco-tunisienne, auteure de nombreux livres et dans 10 jours, le 24 mars exactement, paraît aux éditions Joël Losfeld un très beau récit, Le corps de ma mère, un livre très touchant et envoûtant sur lequel on revient tout à l'heure. Vous avez été aussi au centre des polémiques récentes pour avoir écrit un beau texte dans Libération en soutien à l'écrivain Kamel Daoud, victime selon vous d'une fatwa laïque lancée par des universitaires français qui lui ont reproché, je cite, d'alimenter des fantasmes islamophobes. Rappelons que Kamel Daoud était sous le coup d'une vraie fatwa religieuse pour laquelle son auteur vient d'ailleurs d'être condamné à Oran. Fawzia Zouari, nous sommes-nous arrivés à une sorte de fracture au sein de la gauche française entre ceux qui se permettent de critiquer l'islam, notamment sur la situation des femmes musulmanes, au nom de valeurs universalistes, et ceux qui s'y refusent et taxent les premiers d'islamophobes? Effectivement, on a l'impression d'une France qui refuse de penser. Qui refuse de penser l'islam et les musulmans entre autres. Et donc il y a une sorte d'omerta qui exclut l'islam et les musulmans du débat. Nous, si vous voulez, ce qu'on nous demande, c'est d'ouvrir un autre discours, c'est de changer de posture. Changer de la posture du musulman... Nous, c'est les musulmans, ou les femmes musulmanes. Voilà. C'est-à-dire, vous avez d'un côté un discours français qui est un peu un discours paternaliste. Vous avez une gauche qui se fait passer pour nos avocats d'office et qui veut parler à notre place et qui dit que tout va bien dans notre monde. Et jusque-là, on disait, tiens, les musulmans ne parlent pas. Maintenant, nous voudrions parler pour dire ce qui ne va pas chez nous. C'est-à-dire qu'on ne se complaît plus dans la position et dans la posture de la victime. Nous voulons rentrer dans le champ de la parole et dire ce qui ne va pas chez nous. Or, on n'a pas le droit de le dire. Vous parlez de ça, il y a le chantage à l'islamophobie. Vous êtes tout de suite islamophobe. Ce n'est pas vrai. Nous parlons de l'intérieur du monde musulman. Nous refusons d'être dans l'exotisme du dedans et de nous désigner comme les meilleurs. Non, nous avons des tares, nous avons une situation des femmes qui est dans certains pays déplorable et nous voulons le dire. C'est le même débat que celui qu'il y avait du temps de la guerre froide. C'est-à-dire on ne pouvait pas dénoncer le stalinisme parce qu'on apportait de l'eau au moulin des adversaires. Oui, je pense qu'il est fondamental ce débat parce que nous l'attendions. Nous attendions de libérer le champ de la parole. Nous attendions de dire ce que nous sommes, ce qui en nous est bien, ce qui ne l'est pas. Et c'est vraiment notre façon d'accéder à l'histoire et à la modernité. Alors, je repars sur Kamel Daoud parce que tout est parti de son analyse de ce qui s'est passé à Cologne. On ne va pas reprendre tout le débat, mais il a dit qu'il pensait qu'il y avait au sein de l'islam un rapport malade à la femme, au corps et au désir. Et ceux qui l'attaquent disent que c'est une approche culturelle, essentialiste et que le problème n'est pas là, que le problème est ailleurs et que c'est essentiellement économique et social. Or, vous dites peut-être qu'il y a les deux approches, mais certainement pas seulement l'économique et social. Pas seulement l'économique et sociale. Nous traînons en nous, dans nos corps, dans nos mentalités, un rapport à la sexualité qui est effectivement difficile, voire pathologique. Il faut se mettre dans la peau des femmes qui sont dans le monde musulman. Il faut se mettre dans la peau d'une Yéménite ou d'une femme en Arabie Saoudite et parfois même dans les pays du Maghreb. Il y a une loi qui ne leur permet pas d'avoir une forme de liberté sexuelle, quand elle ne leur permet même pas d'être des majeures, des femmes majeures, quand elle leur permet d'entrer dans la cité, de travailler, mais sauf si elles ont le voile. Et nous assistons, depuis les révolutions arabes d'ailleurs, à une islamisation des mentalités qui fait que nous reculons. C'est-à-dire quand vous voyez les femmes arabes et musulmanes il y a 50 ans, eh bien, c'était des femmes modernes. C'était des femmes qui avaient refusé le voile. Vous vous rappelez ce geste de Bourguiba, ces paroles de Nasser. J'allais vous dire, surtout en Tunisie, on reviendra à la Tunisie tout à l'heure. Mais un certain nombre de femmes, je lisais l'Observateur la semaine dernière, un certain nombre de femmes musulmanes disent on n'est pas asservis, c'est notre choix politique et identitaire, par exemple, de porter le foulard. Vous dites on est en plein délire ? Je dis qu'on est dans l'imposture. C'est-à-dire on nous a inventé, et la gauche aussi soutient ce discours-là, on nous a inventé la révolution sous le voile, comme quoi on peut être libre sous le voile, et on nous a inventé la formule du féminisme islamiste. C'est-à-dire que ces femmes sont dans une sorte tout le temps de concession vis-à-vis de l'islam. Et elles se considèrent, elles se désignent comme musulmanes avant de se considérer, de se désigner comme femmes d'abord. Alors que nous sommes pour une naissance de l'individu femme dans les sociétés musulmanes. Et là,
là, il faudrait l'égalité totale et la liberté de la femme. Et nous ne sommes pas là avec le féminisme islamiste. Nous sommes toujours sous la concession, sous la soumission aux lois religieuses. Alors la misère sexuelle dont parle Kamel Daoud, dont vous parlez aussi, c'est laquelle? C'est les mutilations sexuelles? C'est les filles mariées de force? Elle est de quelle nature? Vous savez, l'histoire de l'islam comporte deux choses. Elle comporte une partie où la sexualité, effectivement, est reconnue. Et elle comporte une autre où elle consiste à un contrôle permanent de la sexualité féminine. Un contrôle qui s'exerce par le voile et un contrôle qui s'exerce par les lois et par les mentalités. Dans les sociétés actuelles, modernes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une loi qui interdit à une femme d'avoir une relation sexuelle en dehors du mariage. Elle l'interdit tout autant aux hommes. Vous avez une situation où la jeune fille doit arriver vierge au mariage. C'était encore dans les mœurs des sociétés occidentales il y a pas si longtemps encore. Enfin, oui, mais elles ont fait leur révolution. Donc, les autres religions ont été sévères avec les femmes. Toutes les religions l'ont été. Mais les autres religions ont fait leur révolution. Les autres religions ont fait en sorte que les femmes se sont libérées du carcan. Eh bien, c'est ce que nous attendons, nous. Sans cesser d'être musulmanes. Mais de faire en sorte que cette religion puisse nous permettre de nous réconcilier non seulement avec la modernité mais avec le monde. C'est-à-dire que comme dans les autres sujets, que dans l'islam on choisisse plutôt, ou dans le Coran plus exactement, on choisisse plutôt des versets pacifiques que des versets guerriers, des versets ouverts plutôt que des versets fermés, puisque on dit que dans le Coran il y a un peu de tout, si j'ose dire. Il y a de tout, effectivement. Et moi, j'ai été parmi celles qui tentaient une exégèse coranique, sauf que je me suis rendu compte que les femmes n'ont pas vraiment voix au chapitre. Il fut un temps où on nous disait, nos auditeurs, ceux qui nous posaient la question, mais quand même, il y a la polygamie. Et nous, alors, on sortait le verset, et le verset, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, vous avez droit à 1, 2, 3 ou 4 femmes, mais si vous avez peur, si vous craignez de ne pas être juste, prenez-en une seule. Ça, c'est le texte. Oui. Mais en même temps, c'est notre piège. C'est-à-dire que nous sommes restés dans une forme de négociation avec la religion qui fait que nous sommes piégés dans le référent religieux. Et tant que nous ne sommes pas en terrain de laïcité totale, c'est-à-dire qu'on fait de la religion une affaire personnelle et pas une affaire politique, ni une affaire législative, tant qu'on n'est pas arrivé là, on s'en sort toujours pas. On n'y va pas vraiment. Non. Si bien que sur le féminisme, pour y revenir et clore ce chapitre, on arrive finalement, on a l'impression, à deux sortes de féminisme. L'un qui serait blanc, athée et donc colonial ou colonialiste, et l'autre qui serait arabo-musulman à l'intérieur d'un monde qui se dit lui aussi féministe. Enfin, on arriverait à un conflit de féminisme. Et là, nous sommes dans le choc des cultures version féminine. Mais Huntington au féminin. C'est exactement ça. Le féminisme islamique. Ils vous disent, eux, c'est leur modèle et nous, c'est le nôtre et on ne s'entend pas et c'est comme ça. Alors que nous travaillons pour une civilisation universelle d'une façon générale, mais surtout pour un statut des femmes libre en dehors de toutes les religions. Faouzia Zouari, on va faire une pause. On va revenir après à la conversation avec votre livre qui s'appelle « Le corps de ma mère » qui va être publié aux éditions Joël Losfeld. On en parle tout de suite. Europe Weekend, Wendy Bouchard. Vous êtes de retour sur Europe 1 jusqu'à 9h. Nous sommes avec Anne Sinclair pour son grand entretien du jour, Anne. Je suis en compagnie de Faouzia Zouari, qui est écrivaine franco-tunisienne, qui a pris fait et cause pour Kamel Daoud, on vient d'en parler, dont Manuel Valls aussi a pris solennellement la défense. Et on va poursuivre la conversation d'une autre manière avec le livre que vous publiez le 24 mars aux éditions Joël Losfeld, qui s'appelle « Le corps de ma mère ». C'est entre le conte, la légende, les légendes familiales, un soupçon de magie, et c'est le récit de la vie de votre mère, analphabète, ayant à partir de l'âge de 8 ans vécu toujours enfermée dans sa maison sans sortir, et dont ses 4 filles, donc vous et vos 3 sœurs, ignoraient tout jusqu'au corps de votre mère et jusqu'à ses cheveux que vous n'avez vus que lorsqu'elle était dans le coma à quelques jours de mourir. Oui, je n'avais jamais connu le corps de ma mère. Je pouvais dire que je ne connaissais pas ma mère physiquement. Il a fallu que je me confronte à son corps au dernier jour de sa vie. Et là, ça a été pour moi quand même assez difficile. On disait, il y avait une légende sur ma mère, par exemple sur ses cheveux, comme quoi ils étaient très longs et tout ça, nous ne les avions pas vus. Je me rappelle la première fois où je suis rentrée à l'hôpital,
Et j'ai vu que ma mère n'avait plus de cheveux, puisque donc elle était malade. C'était ma propre mort que je vivais. Et je me suis précipitée, voilà le réflexe un peu atavique, vous savez. Et j'ai mis un foulard sur sa tête. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu n'es pas nue. Maman, elle était dans le coma, elle ne m'écoutait pas. Je suis dans une société où le tabou est de voir le corps de la femme nue. Et surtout de la mère, et de parler de son intimité. Ça y est, j'ai transgressé beaucoup de tabous. Oui. Voir ma mère nue, parler d'elle, de son intimité, et parler d'elle dans une langue étrangère qui est la langue des infidèles. Et écrire, ce qui est la transgression absolue, puisque vous êtes au fond presque celle, comme vous dites, qui est dans la maison d'en face et qui regardait par effraction. Dans cette famille, enfin dans votre famille, auprès de votre mère, les effusions n'existaient pas. Pas de câlins, pas de baisers. Vous et vos sœurs, vous vous serrez la main. Et ça a quelque chose d'étonnant. Est-ce que c'est de la pudeur ou est-ce que c'est autre chose ? Oui, nos corps ont été scellés aussi par cette pudeur transmise par ma mère. Et chez nous, on ne s'embrassait pas. Et notre mère ne nous embrassait pas. Elle nous mettait de temps en temps la main sur la tête, c'est terminé. Et donc, en famille, tout le monde sait d'ailleurs que nous, on s'embrasse pas. Le baiser, pour ma mère, c'est quelque chose d'impudique. La bouche ne sert qu'à manger, elle ne sert pas à embrasser. Ni à parler, d'ailleurs. Ni à parler, puisque... Et elle n'a jamais raconté sa vie à personne, sauf à sa domestique. Jamais, parce que les femmes de son époque, quand elles voulaient raconter, elles allaient au cimetière et elles racontaient aux morts, parce qu'il fallait que ça reste dans le silence. Mais elle ne sortait même pas au cimetière. Elle sortait à 2 occasions. C'était pour aller voir les saints, parce que c'était ses copains, c'était ses vrais interlocuteurs. Elle allait chez les marabouts et elle parlait avec eux. Et l'autre situation, c'est qu'on refusait au village la main d'une fille, par exemple d'un notable. Eh bien, on savait que la seule façon de lui faire dire oui quand même, c'était de sortir ma mère de sa maison et qu'elle y aille la nuit et qu'elle demande qu'on donne la main de la fille. Et là, ils étaient obligés de dire oui. Alors, votre mère était un personnage très fort, autoritaire, sévère d'ailleurs, dont vous vous demandez même si elle vous aimait, vous et vos sœurs. Et vous, en plus, parti faire des études, épouser un Français, écrire, transgression, comme on le disait tout à l'heure, maximum. Et pourtant... vous avez un lien mystérieux et très fort avec elle. Oui, et je me demande pourquoi c'est tombé sur moi. Moi qui suis partie à l'étranger, je suis la seule à avoir émigré de ma famille. Comment ma mère m'a transmis ce qu'elle était ? Parce que c'est ça. Tout ce qu'il y a dans sa tête, je l'ai. Je suis capable de vivre ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire ce que les femmes vivaient il y a 4-5 siècles. Je me demande pourquoi c'est tombé sur moi. Et c'est pour ça que je me disais, en regardant ma mère avant, surtout, ne la regarde pas pour la raconter. Il ne faut pas. C'est un regard de charognard, ça ne se fait pas. Eh bien, je l'ai raconté quand même, comme si c'était une sorte de fatalité, de destin. Les Arabes disent de maktoub, qui veut dire ce qui est écrit. Alors, vous êtes 4 filles. Vos 2 sœurs aînées ont été élevées dans le monde de votre mère. Elles n'ont pas eu le droit d'aller à l'école. Votre mère elle-même les en a retirées. Qu'est-ce qui fait que votre sœur Souad et vous avez réussi à franchir ce pas ? Nous sommes venus après l'indépendance. Bourguiba nous avait libérés. Donc voilà, il a donné le signal pour qu'on aille à l'école. Mais mes autres sœurs, elles sont 3 d'ailleurs, elles ne sont que 2 dans le lit, mais elles sont 3, ont été privées d'école. La première n'a jamais été à l'école. Les 2 autres ont été retirées de l'école. Et je parle de cette scène que je garde toujours en mémoire, le jour où on a brûlé leur cartable. Et elles avaient à peine 12 ans et on a fermé la porte. Je ne sais pas si vous avez vu le film Mustang, le film turc. Pas encore, non. Eh bien, c'est exactement ça. C'est des jeunes filles qui vont vivre leur adolescence derrière les murs et qui vont se marier après avoir découvert leur mari pratiquement le jour où elles se sont mariées. Donc, c'est à peu près ça. Moi, j'ai échappé à ça. J'ai échappé aussi parce que j'étais toute petite et que je n'avais pas de corps. On ne me voyait pas, donc je pouvais passer dans l'univers des hommes sans qu'on me voie. Le récit que vous donnez est étonnant. Je laisse aux auditeurs le soin de vous lire, Faouzia Zouari, et de lire votre livre. Et le livre foisonne de récits fantasmés ou non, avec des pages incroyables d'ailleurs sur votre grand-père, surnommé le lion de la vallée, qui séduisait toutes les femmes, sur sa concubine devenue sa deuxième épouse et qui était détestée ô combien par votre mère, sur la libération du langage, très tardive aussi chez votre mère, et de son comportement
comportement jouant presque l'Alzheimer pour essayer d'être à l'abri et se faire pardonner ses excès de langage. Vous venez donc de très loin. Est-ce que vous avez le sentiment d'être une rescapée ou est-ce que vous vous sentez au fond coupable de vous être un peu échappée? Tout ça à la fois. Tout ça à la fois. C'est vrai. Parfois, je me dis, je n'aurais jamais dû partir parce que, est-ce que je n'ai pas trahi ma mère? Et parfois, je me dis, non, c'est la survie même de ma mère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je parle d'elle, mais c'est elle que je fais revivre encore une fois. C'est vrai. Oui. Donc, je suis effectivement là-dedans. Je peux, vous savez, rentrer dans mon village, mettre le safsari, qui est le voile traditionnel, et sortir dans la rue et ne pas me sentir à côté de moi. Je peux. Voilà, je suis de tous les siècles à la fois. Fawzia Zouari, quelques mots quand même sur la Tunisie d'aujourd'hui. Cette révolution a l'air en danger aujourd'hui, elle a l'air en danger permanent. Encore cette semaine, après le énième attentat des djihadistes contre une ville frontière près de la Libye. Qu'est-ce qui se passe en Tunisie en ce moment? Alors, pour faire vite, 2011, on a vu les manifestants dans la rue, on n'a pas vu de barbe, il n'y avait pas de religieux, on n'a pas vu les Tunisiens brûler le drapeau israélien, le drapeau américain. On s'était dit, c'est bon, on est bien parti. C'était une révolution laïque. Et quelques temps après, nous avons eu les islamistes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Tunisie, actuellement, elle est minée par 5 ans d'islamisme qui a islamisé les mentalités. Ils sont partout, les discours dans les mosquées. Il y a... Moi, je me rappelle, même dans mon village, on nous disait que dans notre mosquée, eh bien, on creusait, il y avait des armes. Donc, c'est pour ça que je dis la Tunisie est minée. Mais moi, je ne pense pas du tout. Je ne crois pas pour la Tunisie. Vous êtes une optimiste? Ah, pour la Tunisie, non, c'est pas possible. Vous savez, la Tunisie, c'est le pays le premier dans l'histoire de l'islam, au 8e siècle, le premier qui est sorti du califat. Il a dit non, je ne paye pas l'impôt, je sors, 8e siècle. La Tunisie, c'est le pays qui a fait la première constitution laïque du monde arabe au 19e siècle, qui a supprimé l'esclavage au 19e siècle. C'est le pays de Didon, c'est le pays de Bourguiba. Donc, croire pouvoir faire un émirat de la Tunisie, je pense que les daïchistes vont se casser les dents sur ce pays-là, justement. Mais aujourd'hui, politiquement, on voit une tentative de rapprochement entre Nida Tounes et Narda, oui. C'est-à-dire avec les islamistes. C'est pour ça que nous nous sentons aussi trahis. Nous avons voté Qaïd Sebsi, nous avons voté donc la laïcité. Aujourd'hui, il y a la main tendue de ce parti vers le parti islamiste. Et on sait que beaucoup de dossiers ne paraîtront pas, que beaucoup de secrets, beaucoup d'attentats, beaucoup de meurtres qui ont été faits pendant ces 5 ans, eh bien, on ne saura pas grand-chose. Alors on nous dit, mais vous savez, si on ne tend pas la main au parti Nada, on ne pourra pas sécuriser le pays. Moi, je ne pense pas. Moi, j'aurais voulu que le parti actuel, Nida Tounes, soit vraiment un parti laïque et qu'il coupe sa relation avec les islamistes. Ce n'est pas le cas. On va voir ce qu'il en est. En terre arabo-musulmane de rêver la laïcité aujourd'hui, où on a au contraire le sentiment d'un retour du religieux. Mais c'est peut-être la vocation de la Tunisie que de faire rêver les Arabes. Et les femmes aujourd'hui en Tunisie? Alors les femmes, vous savez, elles avaient quand même un statut... à la pointe à la pointe. Il nous restait un ou deux petites choses qu'on n'avait pas eues, notamment sur l'héritage. On était en train d'arriver pratiquement à un statut qui était quand même le meilleur du monde arabe, voire parmi les pays européens. Depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance plus. On recule, c'est-à-dire que nous sommes revenus à des débats d'il y a 50 ans. Faut-il ou non revenir à la polygamie? Faut-il ou non revenir au mariage religieux? Faut-il ou non que les petites filles soient voilées? Voilà. Le voile aujourd'hui gagne du terrain en Tunisie. Énormément. Le voile que Bourguiba avait prohibé. Énormément. Mais vous savez, il y a une résistance des Tunisiennes qui est extraordinaire. Et je pense que si la Tunisie tient encore aujourd'hui, c'est grâce à elle. Fawzia Zouari, merci beaucoup d'être venue au micro d'Europe 1 ce matin. Votre livre s'appelle Le corps de ma mère. Il paraît le 24 mars aux éditions Joël Losfeld et il est vraiment à lire comme un très beau livre et un témoignage d'un monde qui nous paraît très lointain et qui est celui de votre mère. Merci à vous. Merci et merci pour ce bel échange à toutes les deux mesdames. À la semaine prochaine à partir de 8h30 sur Europe 1, Anne Sinclair.